Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. À peine réélu à la présidence de la République, Emmanuel Macron doit faire face à de nombreux chantiers économiques. Et parmi eux, l'épineux dossier des retraites. Durant son premier quinquennat, il avait déjà tenté de réformer le système pour unifier les 42 régimes existants et passer à un système unique à points. Un projet qui avait suscité un important mouvement social avant d'être interrompu par la pandémie de Covid-19. Changement de cap pour ce deuxième mandat avec un objectif: relever progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, puis éventuellement à 65 ans. Alors, faut-il forcément travailler plus longtemps pour préserver l'équilibre des retraites ? Eh bien, on en parle avec Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire, membre du Cercle des économistes, et Jacques Rigaudia, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, membre des économistes atterrés. Alors, je vais commencer par vous. Est-ce qu'il faut vraiment remonter cet âge de la retraite ou pas ? Moi, je ne le crois pas nécessaire. C'est un choix politique. Je crois que la situation actuelle, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué avec la situation sanitaire puis la guerre en Ukraine, mais ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est que la part des retraites dans le PIB est à peu près stabilisée. Et ce que nous dit la Commission des comptes de la Sécurité sociale, c'est que les retraites sont aujourd'hui à l'équilibre financier. Aujourd'hui, mais est-ce qu'il ne faut pas anticiper dans ce cas ? Il faut bien sûr anticiper. Mais pour pouvoir anticiper, encore faut-il pouvoir regarder dans le rétroviseur un petit peu pour savoir pourquoi il y a eu autant de difficultés politiques, de réformes qui sont succédées sur les retraites. Je crois que le système des retraites a été déstabilisé par un certain nombre, financièrement parlant, par un certain nombre de points. Le premier, bien sûr, ça a été en 81, la retraite à 60 ans. Je n'y reviens pas, c'est une évidence, je crois, pour tout le monde. Mais ce que l'on dit un petit peu moins, c'est qu'il a été, comme d'ailleurs l'ensemble du système de protection sociale français qui repose sur des cotisations sociales, c'est-à-dire sur la masse salariale et sa progression, a été déstabilisé profondément par la montée du chômage, la montée des précarités, des petits boulots sur lesquels on cotise évidemment beaucoup moins, et puis de l'autre côté par, bien sûr, la progression régulière de l'espérance de vie. Ça, c'est pour le fond de sauce, le fond du tableau. Et puis il y a eu un deuxième choc, si j'ose dire, c'est l'arrivée à la retraite des gens comme moi, les gens du baby-boom, qui, évidemment, étaient des classes d'âge nombreuses et qui sont venus faire une bosse démographique parmi les retraités. Bon. Alors, je demandais à Christian Saint-Etienne si, justement, ces chocs, on peut y faire face sans aller jusqu'à 64, voire 65 ans. Je ne reviens pas sur le contexte évoqué par Jacques Rigaudia, parce que, évidemment, la situation actuelle a été marquée par, de mon point de vue, l'erreur de mettre la retraite à 60 ans dès 81. En 81. Je pense que à ce moment-là, il y avait mieux à faire. On aurait pu prendre en compte la pénibilité. On aurait pu peut-être descendre à 64 ans, 63 ans, mais le basculement était trop violent. Mais effectivement, le chômage, la précarité et l'évolution de l'espérance de vie ont conduit au déséquilibre actuel. Alors, dans ce contexte, on sait que notre système de retraite en France est particulier dans la mesure où plus de 98% des prestations sont versées dans le cadre d'un régime de répartition. Quand on prend les principaux pays industriels, alors personne n'est totalement en capitalisation, mais on peut dire qu'en termes de prestations versées, ce que l'on observe, c'est de l'ordre de 60% de répartition partout, y compris aux États-Unis, et 40% de capitalisation. 40% de capitalisation. Alors, dans le cas de la France, quand on est quasi totalement en répartition, il n'y a que 3 moyens de rétablir l'équilibre des régimes de retraite: augmenter la durée de cotisation, réduire les prestations ou
reculer l'âge de départ, augmenter les cotisations, réduire les prestations ou reculer l'âge de départ. Alors, augmenter les cotisations, on a déjà, encore aujourd'hui, le coût du travail le plus élevé de l'Union européenne, et donc un des plus élevés au monde, ce qui explique en partie le niveau de chômage. Le deuxième élément, c'est que réduire les prestations, c'est inacceptable sur le plan social, mais tout le monde a compris que sur le plan politique, on a 18 millions de retraités dans le corps électoral, donc c'est pas possible de réduire les prestations. Donc la seule chose possible, c'est d'augmenter la durée de cotisation. Mais sur ce point, c'est là que commence la négo. On peut avoir un âge de départ qui passe de 62 à 64 ans de manière sèche, ou on peut avoir une négociation. Moi, je prône, et je développerai, si vous le permettez après, si vous me donnez la possibilité. Moi, ce que je prône, c'est un système avec 3 chiffres clés, c'est-à-dire 64 ans d'âge de départ, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est sur 6 ans. Le deuxième point, c'est accompagné de 44 ans de durée de cotise, mais modulé par plus ou moins 2 ans, qui prennent en compte la pénibilité et la famille, avec un effet plein des 2 ans qui est très fort, parce que ceux qui auraient la pénibilité qui pourrait donner jusqu'à 2 ans d'avantage, ou la famille qui pourrait donner 16 ou 18 mois d'avantage, les deux étant plafonnés à 2 ans, et bien dans ce cas-là, ce que je propose, je pense qu'on arrivera à ça, c'est 62 ans d'âge de départ et 42 ans de cotise, donc ça joue sur les deux. Vous voyez la négociation arriver ou pas? Je pense que s'il y a une réforme des retraites à venir, il faudra peut-être la négocier plutôt que de passer par le 49.3. Donc je pense que c'est un bon sens politique minimal. Bon, il y a des marges de négociation ou pas? Alors, écoutez, il faut d'abord... Je n'avais pas tout à fait fini ma présentation, parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, les régimes de retraite sont à l'équilibre, ou quasiment, ils le sont durablement. C'est-à-dire que le problème qui est posé n'est pas, pour moi... Urgent, enfin, voilà. Il y a un déficit de 5 à 7 milliards, on n'est pas à l'équilibre. Non, mais on n'est pas à l'équilibre aujourd'hui. Oui. Si je regarde les projections du corps ou ce que vous connaissez comme moi, le Conseil d'orientation des retraites, ou le programme de autre chose, le programme de 2040, stabilité. On est à l'équilibre, mais bon. Oui, non. C'est pas ce que dit exactement le corps. J'ai ici les trucs du corps. Donc, pour moi, le problème financier n'est pas aujourd'hui un problème urgent. On est quasiment à l'équilibre financier des régimes de retraite. Et on l'est, nous dit le corps, à peu près durablement. Alors, compte tenu des incertitudes, évidemment. Pourquoi ils veulent cette réforme, alors? Parce que je pense qu'il y a des raisons politiques. Des raisons politiques. Il suffit de lire ce qui s'appelle le programme de stabilité, qui est envoyé à Bruxelles régulièrement. Qu'est-ce qui est écrit dans le programme de stabilité, le dernier qui a été envoyé, on attend le prochain. Cette stratégie donc des finances publiques doit reposer sur la poursuite des réformes structurelles favorables à l'activité, que l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique, etc. Concernant le système de retraite, un projet de réforme vers un système universel a été présenté et y a été renoncé. Et la soutenabilité financière du système n'est pas assurée dans les paramètres actuels. Alors que le programme de stabilité, les tableaux font apparaître des excédents de financement dans les années qui viennent. Sur Saint-Étienne. Alors, on n'est pas très loin de l'équilibre, sous réserve que le taux de chômage continue de baisser et que l'activité, c'est-à-dire la croissance, se maintienne autour de 1,5 du PIB avec une productivité des travailleurs qui augmente autour de 1%. Bon, 1,5 du PIB, c'est faisable. Si on regarde les dernières années. Non, mais si on regarde la moyenne depuis 20 ans, la France est plutôt à 1,1, 1,2. Donc, ça suppose que la productivité soit un peu plus forte que ce qu'elle a été observée. Mais surtout, la dépense publique en France, c'est 56 points de PIB. Donc, avec 14 points de PIB pour les retraites, c'est exactement un quart. Et justement... Quel est l'enjeu pour moi de l'actuel quinquennat? Ça fait en fait 15 ans que ça devrait être l'enjeu, c'est d'augmenter le taux de croissance de l'économie, une croissance durable bien sûr. On a tout à fait la possibilité de créer une filière pour isoler les appartements, ainsi de suite. Ce qu'on ne fait pas, on cause, mais on ne le fait pas. Donc, il faut le faire. Donc, l'enjeu, c'est de gagner 3/4 de point, 1 point de croissance pour passer d'1 quart à 2,2. Alors, si on passe à 2,
Alors là, on est totalement d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de problème de financement. Mais donc il n'y a peut-être pas urgence. Donc, non, alors... mais on n'y est pas aux deux. Et la France, c'est aujourd'hui le seul grand pays de la zone euro qui a un énorme déficit extérieur. Christian Saint-Etienne, est-ce qu'il y a urgence de le faire oui, là, l'année prochaine? Pourquoi? Parce que si on veut augmenter le taux de croissance, il faut réindustrialiser dans le contexte de la croissance durable. Pour moi, réindustrialiser, c'est numériser, robotiser et électrifier le système productif. Hein, c'est pas mettre des hauts fourneaux place de la Concorde. Et donc, si on réindustrialise de cette manière-là, ça permet de créer des centaines de milliers de bons CDI qui sont payés beaucoup plus que dans les services et qui sont solides. Mais vous réindustrialisez avec l'argent public, c'est ça que vous dites? Non, mais pour réindustrialiser, il faut mener une politique de baisse des impôts de production. Il faut mener une politique pour dégager des zones où on peut réindustrialiser. Une politique de réindustrialisation intelligente dans la croissance durable, c'est 15 à 20 milliards par an. Et si on fait la réforme des retraites que j'évoquais, ça vous dégage 25 milliards au bout de 6 ans. Ça contribue à rééquilibrer les comptes publics. On revient sur la réindustrialisation dans notre deuxième partie. Pour conclure, une minute rapidement sur ça. Moi, je considère, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le problème financier n'est pas un problème majeur aujourd'hui et même pour les quelques décennies à venir en ce qui concerne le régime des retraites, les régimes de retraite. Par ailleurs, les retraites, ce n'est pas uniquement un équilibre financier. Hein, je crois que c'est quand même la base. C'est d'abord répondre aux besoins de la population de façon correcte. Et le sujet, c'est pas de se comparer avec l'Allemagne, c'est qu'est-ce qui se passe en France et comment la société française réagit, quels sont ses besoins. Je rappelle quand même que les retraites aujourd'hui, c'est de l'ordre en moyenne de 1 300, 1 400 euros, avec des grosses différences hommes-femmes, avec beaucoup de minima de pension. Donc il y a énormément de choses à faire. Je rappelle aussi que l'espérance de vie en bonne santé est quand même relativement limitée, que donc on est aujourd'hui aux limites, et que moi je considère qu'il faut revenir à 60 ans. D'accord. Merci. C'est la fin de cette première partie de la semaine de l'écho. On se retrouve juste après le journal pour parler d'un autre défi économique de taille aussi pour ce nouveau quinquennat, celui de la réindustrialisation de la France.